La Meute. Un roman de Slimane Baptiste Berhoun, d'après une histoire de François Descraques et Slimane Baptiste Berhoun, lu par le French Nerd Fan Forum. Première partie. Après l'heure, c'est plus l'heure. Chapitre 1. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. La première fois que Valentin Perrois avait entendu cette phrase, c'était en 2010. Il avait 6 ans. Il sortait de chez Sandy, une prostituée qu'il fréquentait depuis quelque temps, et s'apprêtait à voler une voiture pour écraser une poignée de passants. Valentin, viens dîner. Valentin. 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 Ce n'était qu'au 4e appel de sa mère qu'il avait consenti à lâcher la manette pour venir à table. À peine assis, il avait croisé le regard de son père, le père Perrois comme on l'appelait, et avait tout de suite senti que quelque chose allait se passer. Quelle heure est-il ? Lui avait demandé le père. Valentin n'avait pas répondu tout de suite, pressentant que la question était très certainement rhétorique. Le père avait continué. Valentin, tu as 6 ans. Tu ne sais pas ce que rhétorique veut dire, alors réponds-moi. Quelle heure est-il ? De mauvaise grâce, Valentin avait fini par jeter un œil à l'horloge de la box internet avant de murmurer. 8h15. Et à quelle heure passons-nous à table ? À 8h. Le père avait pris son air sévère. 20h, c'est l'heure, Valentin. 20h15, c'est plus l'heure. Alors, puisque tu as raté le repas, tu vas retourner dans ta chambre et réfléchir à tout ça. Tu vas te demander si on peut réussir dans la vie sans rigueur. Tu vas te demander si les hommes auraient inventé la minute si tout n'était qu'une question de quart d'heure. Et quand bien même on aurait appelé le quart d'heure minute, et qu'une heure aurait fait 4 minutes, eh bien ça ne changerait rien au fait qu'une seconde est une seconde. Le père n'avait jamais vraiment terminé cette phrase qui, selon toute vraisemblance, ne voulait rien dire. Sa mère, la mère Perrois, comme personne ne l'appelait vu qu'il n'était pas marié, avait observé la scène ainsi que le silence. Elle s'était trouvée partagée entre son instinct maternel nourricier et la nécessité de soutenir son mari. Elle avait en effet découvert, quelques jours plus tôt, au détour d'une salle d'attente et d'un magazine de bricolage, que l'unité parentale était structurante pour l'enfant. Quelle que soit la décision prise par un parent, même injuste, l'autre devait le soutenir. Une histoire de rapport à l'autorité, quelque chose de structurant émotionnellement. Le terme émotionnel l'avait tout de suite mise en alerte. Il n'était pas question que son fils devienne pédé. Valentin était remonté penaud et s'était roulé en boule dans sa couette. Tandis que les minutes passaient comme des quarts d'heure, il n'avait eu de cesse de se demander si son père faisait là preuve d'une trop grande sévérité ou si, au contraire, il lui livrait une authentique leçon de vie, du genre de celle qui vous forge un homme pour le restant de son existence. La réponse à cette question, il l'avait obtenue des années plus tard, en 2021. Ce jour de 2021, Valentin avait rendez-vous avec Sandy, une fille pas top, mais pas dégueu non plus. Le fait qu'elle portât le même nom que la prostituée de son enfance le troublait légèrement. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si son attirance pour elle aurait été la même s'il avait pu finir sa partie de GTA, ce fameux soir de juin 2010. Il n'avait d'ailleurs jamais compris pourquoi, ce même soir, sa mère avait cru bon de joindre un magazine Entrevue au plateau repas qu'elle était venue lui monter en cachette. Mais la perspective d'un premier rapport sexuel IRL avait tôt fait d'occulter ses considérations. Il s'était préparé avec soin dans la petite salle de bain familiale. Il s'était douché,
peignée, parfumée, et avait choisi ses vêtements avec une indécision toute féminine. Lorsqu'enfin, il s'était retrouvé sur le pas de la porte, prêt à partir, un doute affreux l'avait pétrifié. Devait-il s'épiler le pubis ? Dans les vidéos qu'il regardait sur son YouTube, les mâles les mieux équipés semblaient parfaitement glabres. Et dans la mesure où il comptait bien soumettre son équipement à la vue de Sandy, il n'était pas question de rater son entrée. Non seulement la présence de poils pourrait le faire passer pour un bobo archaïque du début du XXIe siècle, mais il n'était pas impossible que la pilosité jouât un rôle important dans la qualité des prestations qu'il pourrait offrir. Il était donc resté là, sur le seuil, la clé dans la serrure. Lorsqu'il avait réalisé que l'épilation pourrait donner l'impression d'un paquet plus gros, il avait refermé la porte à la volée et s'était précipité dans la salle de bain. 30 minutes plus tard, il était ressorti de chez lui à la hâte et s'était précipité sur son vélo, non sans laisser échapper un cri de fillette au contact de la selle. À son arrivée, la place Saint-Mauzy-Nord était déserte. Il avait fallu un bon moment avant de trouver Sandy, assise en terrasse du café de Bâche. La présence de la langue d'un type qu'il ne connaissait pas dans la bouche de sa promise lui mit tout de suite la puce à l'oreille. Ah Valentin, je t'attendais plus. Lui avait-elle dit simplement. On avait rendez-vous il y a un quart d'heure, non ? Valentin n'avait su quoi répondre. Sandy avait continué. Je te présente Julien Bender, un vieux copain que j'avais pas vu depuis un bail. On s'est croisés par hasard pendant que je t'attendais. Bon, il y a toujours eu un truc entre nous, on se l'était jamais avoué. Bah assieds-toi, prends un verre. Ce bâtard de Julien avait une bonne poigne. Une gueule pas dégueu non plus, et le sourire victorieux du type qui semble savoir que tu viens de t'épiler pour rien. Valentin s'était assis avec eux, mais n'avait pas crié comme une fillette au contact de la chaise. Ses mâchoires étaient beaucoup trop serrées pour laisser s'échapper le moindre son. Ce jour-là, Valentin avait compris quelque chose. Il avait compris que son père avait raison. Après l'heure, c'était plus l'heure. Il avait alors décidé que cet adage deviendrait sa devise, la philosophie autour de laquelle sa vie s'articulerait. Et il s'y était tenu. Il était arrivé à l'heure à chacun de ses examens et de ses rendez-vous, et la vie avait fini par lui sourire. Il avait pu faire de son rêve de gosse son métier. Il était devenu arbitre de football. Certes, il n'avait pas le même maillot, mais il avait la même passion. Et un sifflet, ce qui était stylé. L'arbitre perrois était rapidement devenu un modèle de droiture et de rigueur dans le milieu des hommes en noir. Vif, impartial et décidé, il ne s'en laissait jamais compter. Il avait commencé par arbitrer des matchs au niveau régional, mais, gravissant rapidement les échelons, il ne lui avait pas fallu longtemps avant de devenir arbitre international. Ainsi, en mai 2048, à 42 ans, il s'était vu proposer d'arbitrer le match le plus prestigieux du football mondial, toutes compétitions confondues, la finale de la Coupe de France. Depuis le rachat de l'intégralité du championnat français par le Qatar, la Coupe de France était devenue l'événement sportif le plus spectaculaire qui soit, suivi dans le monde entier par plusieurs centaines de millions de personnes pendues à leur YouTube. La consécration d'une carrière. Et cette année-là, une finale sous très haute tension. Paris-Marseille. La rencontre avait débuté dans une ambiance électrique. Comme à son habitude, Valentin Perrois ne s'était pas laissé impressionner. L'œil rivé à sa montre fétiche, il avait sifflé le début du match et avait vu Michel Platini rapidement prendre le jeu à son compte pour les Parisiens. Depuis que le clonage avait été autorisé pour les très grands joueurs, les clubs les plus riches pouvaient s'offrir des cellules souches de Ronaldo, de Pelé ou même de Stéphane Guivarch, si tant est que cela serve à quelque chose. Les prouesses de la génétique étaient telles qu'il était devenu possible de corriger certaines imperfections physiques. Le nouveau Franck Ribéry, fort d'un tout nouveau sex-appeal, se faisait d'ailleurs l'égérie des progrès spectaculaires réalisés en la matière. Ainsi, la première période avait vu Olivier Kahn servir un long ballon à Lionel Messi, qui, après avoir éliminé coup sur coup Basile Boli, Jean-Pierre Papin et Thierry Roland, avait pu pénétrer la surface marseillaise. Messi avait alors pu s'entrer en retrait pour offrir un caviar à Lionel Messi, qui n'avait plus eu qu'à tromper Fabien Barthez. D'aucuns murmuraient entre deux pastis que posséder deux Messi dans la même équipe n'était pas très sport. Mais Paris ayant les moyens de se les offrir, rien n'interdisait légalement cette pratique.
L'ouverture du score parisienne avait soulevé le Stade de France dans un grondement mêlé de joie et de haine. La tension était alors encore montée d'un cran lorsque M. Perrois n'avait pas hésité à mettre la main à la poche pour sanctionner Éric Cantona, coupable d'un tacle à la gorge sur un joueur parisien parti à l'échauffement. Par la suite, la rencontre n'avait plus connu d'événements marquants pendant un long moment. Les Parisiens conservant jalousement leur maigre avantage et les Marseillais peinant à trouver le chemin des filets. Il avait fallu attendre la 91e minute pour que Bernard Tapie ose un coaching audacieux. Un silence religieux s'était soudain fait dans tout le stade, semblant mettre d'accord Parisiens et Marseillais autour d'une icône mutuelle. Zinedine Zidane venait de faire son entrée sur un terrain pour la première fois depuis des décennies. Rapidement, la tension avait repris ses droits, jusqu'à atteindre son paroxysme dans les dernières secondes du temps additionnel. Dans un geste fou et sous les yeux d'un public proche de l'apoplexie, Zidane avait lancé sa jambe gauche dans les airs. La balle, semblant mettre une éternité à lui parvenir, était venue mourir sur son pied. Et, avant que Jean-Luc Ettori ait pu prendre conscience de ce qui se passait, elle tournoyait au fond des filets, façon Olivia Hatton. Après quelques secondes de temps suspendu, la tribune marseillaise avait explosé d'un hurlement de joie et de soulagement. Les drapeaux, en berne depuis un moment, avaient repris leurs allers-retours frénétiques, tandis que les chants plus ou moins accordés montaient vers le ciel. Sur le terrain, Zidane s'était extirpé avec peine de l'étreinte de ses partenaires, eux aussi en transe. On l'avait vu courir jusqu'à la tribune et saluer la foule, qui avait rugi de plus belle. Et puis, un étrange silence était tombé. Zidane avait baissé les bras et s'était retourné vers le rond central. Tout le monde avait soudain réalisé que M. Perrois n'avait pas sifflé le but. Incrédule, les joueurs marseillais s'étaient regroupés autour de l'homme en noir qui les regardait sereinement. Toisant sans ciller les paires d'yeux incrédules qui le surplombaient, Valentin Perrois avait placé un index sur sa montre qui sonnait depuis quelques minutes et avait déclaré : Messieurs, après l'heure, c'est plus l'heure. Un silence plus tard, c'était une pluie de phalanges et de crampons qui s'était abattue sur sa tronche. Puis le noir. À partir de ce point, les données étaient corrompues. Henri Castafolt désactiva la transmission des données neurologiques et ôta son casque de visualisation. Il fallut un instant de calibrage à ses yeux pour se réadapter à la pénombre de la chambre d'hôpital. L'uniformité plate du silence médical n'était perturbée que par le rythme régulier du respirateur auquel Valentin était branché. Le pauvre vieux avait mangé le tarif. Les supporters, les joueurs, et même les arbitres assistants s'y étaient mis, le laissant dans un état proche du coma. Elle a marché, votre machine à souvenirs? La moustache du docteur Castafolt tressaillit, comme chaque fois qu'un néophyte manquait de respect à l'une de ses inventions. Oui, elle a marché. Et ce n'est pas une machine, Raph. Il s'agit du premier modèle d'introspecteur. Un appareil qui m'a demandé plusieurs mois de travail et qui permet, excuse-moi du peu, de décoder les données temporales. Ouais, les souvenirs, quoi. La désinvolture de Raph avait le don d'agacer Henri au plus haut point. Que celle-ci prît la forme de cette improbable coiffure en pétard passait encore. Mais lorsqu'il s'agissait de son travail, un minimum de rigueur s'imposait. En tant que scientifique, il aimait avant tout la précision. Il concéda néanmoins dans un soupir. Oui, les souvenirs. Raph regarda Castafolt ranger consciencieusement son matériel, sans bouger du fauteuil dans lequel il s'était avachi. Participer à des missions à travers le temps pour sauver le monde lui donnait un profond sentiment d'utilité. Ce n'était pas donné à tout le monde d'être un héros à 22 ans. Toutefois, il ne voyait pas vraiment l'intérêt d'observer Henri crapahuter dans le cerveau d'un comateux 2 heures durant. Et du coup, vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Henri fit claquer les verrous de la mallette qui contenait à présent l'introspecteur le mieux rangé du monde. Oui, Raph, j'ai trouvé le point d'origine. C'est un dîner avec son père quand il avait 6 ans. 6 ans, du coup ça veut dire qu'il faut qu'on parte en... En 2010, les amis. Raph et Henri se retournèrent comme un seul homme vers la voix qui avait inopinément retenti. Le visiteur venait d'apparaître dans l'encadrement de la porte, le doigt encore appuyé sur le Tempus Fugitron fixé à son poignet. Beau boulot, Henri. S'exclama-t-il. 2010,
Ça fait un moment que je me suis pas fait un petit GTA 4. Attends, c'est sa tronche ça? En 2 enjambées rapides, le visiteur se trouva au chevet de Valentin. La vache, on tire un Picasso? Si ça se trouve, il veut une blinde maintenant. Raph, prends-moi en photo avec lui. Est-ce que c'est pas, irrespectueux? Hasarda Raph. Et respectueux de quoi? Quand on aura annulé tout ça, cette gueule incroyable n'existera plus. Faut qu'on garde un souvenir. Vas-y, prends-moi. Je te fais un duckface. À contre-cœur, Raph s'exécuta et ne put retenir un rire bête devant le résultat. Et du coup, c'est quoi le plan? Demanda-t-il en reprenant son sérieux. Le plan, Reprit le visiteur. c'est de l'empêcher de refuser le but marseillais à la fin du match. Depuis quand vous vous intéressez au foot? Le visiteur jeta un œil à Henri qui, d'un hochement de tête, lui signifia qu'il pouvait se faire plaisir. Il prit une grande inspiration et expliqua. Depuis que ce match est à l'origine de la plus grande guerre civile qu'ait connue la France. Parce que les supporters parisiens vont camper sur une position et refuser de rejouer la deuxième mi-temps comme l'exigera le camp marseillais. En 2060, les affrontements entre les supporters vont s'intensifier à tel point que le gouvernement devra décréter une loi martiale, puis interdire le foot. Mais ça ne calmera personne. En 2073, le conflit s'étendra sur tout le territoire. Une ligne de démarcation sera tracée entre La Rochelle et Lyon, séparant la France entre les parisianistes du nord et les marseillistes du sud. Après plus de 3 siècles de guerre et environ 4 millions de morts, le grand schisme finira par instaurer 2 nouveaux états, chacun doté de l'arme atomique. Est-ce que tu visualises bien le bordel dont on parle? Il avait beau y être habitué depuis la saison 1, Raph était toujours impressionné par l'énergie que son ami mettait dans ses prédictions. Ouais, je crois que je visualise. Henri s'approcha. Les amis, il est temps de partir pour le 16 juin 2010 à Bourg-la-Reine. Et la reine, on va? Sans faire de jeu de mots, si possible. Chacun s'accrocha au visiteur avant qu'il lance la formule consacrée. Here we go. Un tourbillon de particules After Effects plus tard, ils avaient disparu. Tout était calme dans le petit pavillon de banlieue. Henri parcourait des yeux les rayonnages de la bibliothèque du salon. Des Vargas, des Brandebourg, des Damasio. S'il n'avait déjà eu tous ces ouvrages en mémoire, il se serait bien installé pour bouquiner. Raph, de son côté, faisait l'inventaire des DVD et des jeux PS3. Il était en train de se demander si l'absence de Princess Bride se remarquerait vraiment lorsque le bruit de la chasse d'eau le tira de sa réflexion. Le visiteur sortit des toilettes, un large sourire aux lèvres. Y a pas à dire, les chiottes, c'est la base. Les voyages temporels avaient effectivement cette étrange faculté, outre de défier les lois de la physique, d'engendrer de sévères perturbations intestinales. Et s'il était stylé de faire ses besoins dans un seau à Keka en 2550, le visiteur ne crachait jamais sur la présence de ce bon vieux Jacob de Lafont durant ses missions. Bon alors, c'est quoi le plan? Demanda Raph sans quitter les DVD des yeux. Vous avez besoin de moi ou je peux me mater un film? On n'a pas le temps, Raph. Répliqua aussi sec le visiteur qui venait de boucler sa ceinture. On n'a pas le temps, bien sûr, mais on voyage dans le temps, non? Donc au final... Bon, c'est quoi le problème? S'impatienta le visiteur. On est en mission là. Il s'agit pas de se mater des films, il s'agit de sauver le monde. Et on est là pour désinstaller GTA 4 de la console de Valentin Perrois. Henri intervint. Désinstaller le jeu ou couper la connexion internet de la maison, vu qu'il joue en ligne. Le visiteur se tourna vers le scientifique. Je pense que le plus simple, c'est de désinstaller le jeu directement de la console. Pas de jeu, pas de partie. Pas de partie, pas de retard à table. Oui, c'est plus simple. Concéda Henri. Mais c'est suspect. Alors qu'un bon gros bug de box internet, c'est saut 2010. Raph, qui sentait que la conversation allait prendre des allures de fly fucking, s'esquiva vers la fenêtre. En regardant dehors, il lui sembla contempler sa propre époque, 2014. Il aimait participer aux missions du visiteur et d'Henri pour changer le cours du temps et empêcher la destruction de l'humanité, mais parfois, ces parenthèses futuristes lui pesaient. Là, tout de suite, il aurait aimé pouvoir ouvrir la porte, lâcher un « Salut la compagnie !» bien franchouillard, et s'en retourner à son canapé, sa console et son YouPorn. La vraie vie, quoi. Par la fenêtre, les pavillons s'alignaient comme des maisons Playmobil. Le gazon bien tondu, le crépi à peine émoussé par la pluie. Ces villes champignons, déprimantes pour certains, représentaient tout ce qu'ils pouvaient espérer un jour. Une vie de père de famille lambda, sans histoire, chiante au possible mais bien réelle. Parfois,
Il se demandait si l'humanité n'était pas mieux lotie avec son avenir apocalyptique. Certes, les zombies et les radiations étaient de vraies plaies, mais bon sang, n'était-ce pas 1000 fois plus excitant que le métro boulot dodo quotidien de tous les banlieusards qui s'obstinaient à encombrer le périph' chaque matin? À choisir, il n'était pas certain de préférer se voir au volant d'une Peugeot, au cul à cul, écoutant Nostalgie un lundi matin, à lutter jour et nuit pour sa survie, dans des souterrains humides et malodorants. Il y avait là quelque chose d'héroïque, qui donnait du piquant à la vie. Et pourtant, cette désolation, car c'était bien à cela qu'était promise l'humanité, entraînerait la mort de millions d'individus. Il ne pouvait pas sciemment souhaiter ça. Il se demandait si ce fantasme d'une vie aventureuse n'était pas purement et simplement l'expression de sa peur de se prendre en main, de relever ses manches et de faire de sa vie ce qu'il voulait qu'elle soit, lorsqu'une lueur attira son attention. Au milieu du jardin, une lumière venait de faire son apparition à 2 mètres du sol. Il sut tout de suite de quoi il s'agissait. Ils étaient là. Il les avait déjà retrouvés. Il se tourna vers le visiteur et Henri qui se disputaient toujours sur la marche à suivre. Monsieur croit tout savoir parce qu'il porte une moustache. Absolument. C'est moi le patron. Je dis qu'il faut le désinstaller le jeu. Les gars, je crois qu'il faut qu'on y aille. Personne ne lui prêtait attention. Je suis désolé, mais désinstaller un jeu, c'est suspect. Tandis que si je change l'IP de la box, tout le monde dirait que c'est frikishi. Plaidait Henri. Les gars, faut vraiment qu'on bouge là. Dans le jardin, la lueur s'était élargie pour devenir un vortex. Raph vit avec horreur des paires de rangers noirs s'abattre sur le gazon. Des silhouettes sombres se déployaient autour de la maison. Oui, on va bouger. Répondit le visiteur d'une voix suraiguë qui trahissait son exaspération. Mais quand monsieur aura fini de discuter mon plan, on va désinstaller ce jeu parce que c'est de lui que vient le problème. Un point, c'est... La porte d'entrée vola en éclats. Ils sont là. Hurla Raph en se précipitant vers l'escalier. Sans réfléchir, Henri et le visiteur lui emboîtèrent le pas. La priorité venait de changer. Ils devaient maintenant sauver leur vie. Brigade temporelle, ne bougez plus! Vociféra quelqu'un sur le seuil, au moment même où Raph, Henri et le visiteur arrivaient à l'étage. Par là! Cria le visiteur. Ils s'engouffrèrent dans une pièce au hasard et claquèrent la porte derrière eux. De l'étage inférieur, leur parvenait le bruit sourd d'un déploiement militaire. À l'étage! Michel, Ben! Ouvrez le chemin! Ordonna une voix autoritaire. Sécurisation du périmètre! Les pas montaient à présent l'escalier. Qu'est-ce qu'on fait, putain? Ils nous ont trouvés. Hurla Raph. On se calme! Hurla également le visiteur. On doit boucler cette mission! Trop tard pour la mission, il faut qu'on se barre. Henri plaquait la main sur la bouche de Raph. Quelqu'un marchait derrière la porte. Dans la chambre, le silence était total. Tous étaient pétrifiés dans une position de statue constipée. Les pas s'éloignèrent. Le visiteur regarda autour de lui. Henri, Chuchota-t-il. regarde où on est! Henri balaya la pièce des yeux. Un lit, une place, des posters au mur, une PS3. La chambre de Valentin. Réalisa-t-il tout haut. Puis, fronçant les sourcils, il ajouta. Attends, c'est en entrevue que je vois là? On n'a plus le temps, il faut partir. S'impatienta Raph, paniqué. Non, on doit d'abord désinstaller le jeu! Trancha le visiteur. Sans attendre, il se précipita sur la console. Raph changea de stratégie. Docteur, il faut qu'on s'en aille. Chuchota-t-il. On peut encore trouver une autre manière d'annuler ce match, mais si la brigade nous chope, tout est perdu. Henri semblait hésitant. Raph a raison. Finit-il par concéder. Nous devons partir. On pourra toujours intervenir à un autre moment. Il y a cette rencontre entre Valentin et une fille, Sandy. S'il arrive à l'heure à son rendez-vous, on peut espérer... Y'a rien à espérer! On désinstalle le jeu et tout s'arrête maintenant! Répliqua le visiteur, le regard fiévreux, tandis qu'il manipulait la manette. Derrière la porte, le silence s'était fait. Tout le monde dressa l'oreille. Soudain, un craquement de parquet se fit entendre. Dans la chambre! Ils sont dans la chambre! Un coup sourd fut asséné à la porte qui trembla dangereusement. D'un regard, Henri indiqua à Raph la commode qui jouxtait la porte. Les 2 hommes poussèrent le meuble pour barricader l'entrée. Dépêche-toi, ça ne va pas tenir longtemps. Aboya Henri à son ami, toujours concentré sur la manette. Ça vient! C'est pas ma faute si ces vieilles consoles mettent une plombe à s'allumer! La porte était à présent secouée de coups qui faisaient vaciller la commode. Ok, j'entre dans le menu. On n'y arrivera jamais, il faut partir maintenant. Pleurait Raph. C'est bon, j'y suis! Un craquement horrible se fit entendre. La porte était en train de lâcher. Déjà, une main gantée de noir passait par l'ouverture, cherchant à élargir la brèche. Ah putain, une écharde, je suis touchée. S'écria une voix depuis le couloir. Ta gueule, Michel! Place l'écarteur! Intima la voix du chef. 2 tiges métalliques apparurent dans l'ouverture.
Ce n'était plus qu'une question de secondes avant que la barricade ne cède. On n'a plus le temps, ils vont entrer! Hurla Raph. La ferme! J'y suis presque! La porte céda soudain dans une explosion de planches et de copeaux. Raph roula au sol. À travers l'ouverture béante, il distingua 3 silhouettes noires, engoncées dans des armures synthétiques. Laisse-moi passer, Michel! Reprit la voix la plus grave. Un bras musclé pénétra la plaie de la porte éventrée et saisit le rebord de la commode. D'un mouvement sec, il projeta le meuble dans un coin de la pièce. Le visiteur détacha ses yeux de l'écran au moment où la porte s'ouvrait à la volée. Sur le seuil, une imposante silhouette se dessinait dans la pénombre du couloir. Le colosse fit un pas en avant, puis balaya la pièce du regard, s'arrêtant sur chacun de ses occupants. Derrière la visière fumée du casque rutilant, le visiteur crut deviner le reflet d'un regard bleu acier. Ne bougez plus! Simplement l'homme. Dans son dos, une autre silhouette brandissait déjà ce qui semblait être une arme de poing. Une lueur scintilla au centre du canon, tandis qu'elle émettait le bruit caractéristique des accumulateurs de puissance en chargement. Il était trop tard pour bouger. Le visiteur ne pouvait que contempler la lueur s'intensifiant devant ses yeux avant le coup fatal. Non! Cria le colosse. Le rayon partit dans un éclair aveuglant. Le brigadier donna un coup d'épaule à son collègue et dévia le tir au tout dernier moment. Le faisceau de lumière vint heurter le mur, frôlant le visage du visiteur, toujours pétrifié. Ne perdant pas un instant, Henri se précipita sur son ami, suivi par Raph qui, dans un mouvement désespéré, plongea, le bras tendu vers la cheville du visiteur. Maintenant! Hurla Henri. Mais déjà, le colosse levait à son tour son arme, dont la luminosité du canon croissait. Ne bougez plus, je ne le répéterai. Avant qu'il eût terminé sa phrase, les 3 voyageurs temporels avaient disparu. Dans la maison, un silence pesant s'installa. Immobile sur le seuil de la chambre, le brigadier chef semblait songeur. Enfin, l'un de ces hommes osa une question. Pourquoi vous m'avez empêché? D'un geste, le brigadier chef fit taire son adjoint. Lentement, il ôta son casque, découvrant un visage anguleux, une large balafre courant depuis la base du front jusqu'à la paupière qui surplombait un œil bionique. On ne frise personne sans que j'en aie donné l'ordre, dit-il simplement. Il porta son poignet à sa bouche. Doc, demandez à Icar l'ouverture du portail de repli. La mission est terminée. Dans un mouvement collectif et répété, tous les hommes en noir regagnèrent le vortex qui venait de se rouvrir dans le jardin. Tandis que son équipe y disparaissait, le brigadier, resté seul dans la chambre, balaya la pièce une dernière fois du regard. Un bip se fit entendre à son poignet. Il répondit sans attendre la question. C'était bien eux, Constance. Ils ont filé. Quand j'étais petit, la console était ma vie. Ça m'a valu une grosse mandale pour un retard à table. Mais je n'avais pas encore compris ce que papa m'avait appris. Après l'heure, c'est plus l'heure, tout bascule en un quart d'heure. Tic-tac, tape sur un fil, et voilà une guerre civile. Quand j'étais ado, il y avait une meuf que je voulais pécho. Elle s'appelait Sandy. Pour elle, je me suis épilé le kiki. Mais à cause de mon retard, j'ai retrouvé avec un tocard. Après l'heure, c'est plus l'heure, tout bascule en un quart d'heure. Tic-tac, ta vie sur un fil, et voilà une guerre civile.
C'était La Meute, première partie. Après l'heure, c'est plus l'heure. Chapitre 1, par le French Nerd Fan Forum. Avec, par ordre d'apparition, narration, Tanuki, Le Père Perrois, Quelle heure est-il? Rafistolé du Smourbif, Valentin Perrois, Après l'heure, c'est plus l'heure. Daddy, Sandy, On avait rendez-vous il y a un quart d'heure, non? Titmoff, Dr Henri Kestafolt, Et ce n'est pas une machine. Cody, Raph, On n'y arrivera jamais, il faut partir maintenant. Xaïl, Le Visiteur, Here we go. Hawaï, Ben, Brigade temporelle. Moisy, Mathéo et maman de Valentin, Ne bougez plus. Insomnia, Michel, Je suis touchée. Éclat de noisette, musique, Fil de fer, chanson thème écrite par Xaïl et Titmoff, composée par Fil de fer et interprétée par Titmoff. Affiche du chapitre, Mielaise, montage, Malva, bruitage, Malva, avec l'aide de Xaïl, Insomnia et Aélis. France, Québec, 2016.